ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Zone Insolite, une émission qui vous parle de sujets paranormaux, d'ovnis, d'extraterrestres, d'expériences étranges ou encore de discussions sur des articles intéressants décrivant des phénomènes étranges, etc. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Oui. Toujours. Ah, on ne te voyait pas. Toute seule. Ah, là, je te vois toute seule. Mais oui, vous pouvez voir l'émission en direct, en plus de l'avoir à la radio. L'émission en direct, c'est-à-dire en vidéo, parce qu'en direct, vous l'avez, c'est environ une semaine ou deux après l'émission qui a passé à la radio. Alors, oui, vous pouvez le voir sur Conscience Plus. Vous pouvez même voir les émissions qu'on a fait précédemment. Et vous retrouvez la liste de toutes les zones insolites qu'on a fait précédemment. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'intéressant, très intéressant. Oui. Ici, j'ai... attendez une petite minute. Où est-ce qu'il est, mon petit livre? Tu le vois-tu quelque part? Ah, bon. Il est là-bas. Ah, tu parles d'une place pour le mettre. C'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout de suite mon invité. C'est Normand Sévigny. Bonjour, Normand. Bonjour, Denis. Bonjour, Pascal. Denis, je vais juste... Ton livre, tu l'as laissé sur le côté. Je pourrais peut-être simplement le... Oui. On va parler aujourd'hui de communication cellulaire par la pensée. C'est très intéressant. J'ai survolé un petit peu le contenu du livre et puis vraiment, là, on arrive à quelque chose d'intéressant que moi je connais un petit peu, mais que d'autres aussi. Sauf que on a quelqu'un ici qui est en laboratoire, puis heureusement, on a eu précédemment Roxane Godbout qui a fait des expériences, elle aussi est en laboratoire. Et c'est le même cas qu'on a avec Normand, qui lui a un centre de recherche, le centre de recherche, comment tu l'appelles, toi? C'est le centre de recherche EMC, qui est l'acronyme, et qui édifie des états modifiés de conscience. Donc, centre de recherche EMC.com, et donc... c'est spécifiquement au niveau des états modifiés de conscience, parce que je suis issu un petit peu du domaine. Je pourrais en parler davantage au niveau du cheminement. Mm-hmm. Alors, dans cette recherche que tu fais, toi, tu peux-tu nous expliquer un petit peu ou expliquer à nos auditeurs quels sont les résultats à date des recherches que tu as pu faire? Oui. En fait, je vais expliquer que je suis déjà en relation d'aide depuis déjà 39 ans. Hein, le temps passe assez rapidement. J'ai été 26 ans comme formateur et j'ai été 13 ans comme directeur de l'école de formation en hypnose EFPHQ. Donc, 13 ans comme directeur. Et ensuite, à 60 ans, j'ai décidé, c'est soit que je continue toujours comme directeur de l'école ou bien je m'aligne sur la recherche. Et à l'intérieur de moi, j'avais toujours cette motivation-là d'aller pousser au niveau de la recherche, soit au niveau de la pensée, parce que lorsqu'on parle d'hypnose, on va parler des états modifiés de conscience, donc c'est au niveau de la pensée. Et l'autre est également les phénomènes du drop-out chez les thérapeutes,
le domaine également d'avoir atteint leur niveau d'incompétence. Donc, pour aller me chercher une réflexion et pour pouvoir faire de la recherche, j'ai décidé à ce moment-là de me départir de l'école et de pouvoir m'isoler parce que dans l'expérience, je devais travailler, je vais vous expliquer brièvement la démarche, mais je devais travailler dans un lieu où les ondes sont pratiquement pas accessibles. Ici, où je suis en Gaspésie, même mon cellulaire ne rentre pas ici. Donc, il n'y a pas de cellulaire qui rentre ici. Donc, ça me prenait un endroit pour ne pas venir interférer avec un robot aléatoire que je vais vous montrer éventuellement, et pour faire l'expérience. Donc, j'ai repris une thèse de doctorat de René Péoc, et pour démontrer que la pensée a une influence sur la matière, mais je suis allé un peu plus loin, en fait, pour démontrer que non seulement qu'on peut avoir une influence sur la matière, mais sur les cellules. J'ai également été, à l'époque, le fondateur de Visualisation Hypnosciences Internationale. Donc, c'était des CD que j'avais mis sur le marché il y a déjà 25 ans, certains, 25 à 30 ans, où l'enregistrement se faisait en ondes alpha. Donc, nous, à l'heure actuelle, Denis Pascal, nous, on se retrouve en bêta. Donc, au niveau cérébral, on est entre à peu près 14 et 25 Hz. Après ça, on se retrouve en ondes alpha entre 7 et 14 Hz. Et c'est là que je menais les gens entre 7 et 14 Hz avec le CD pour faire une visualisation. L'hypnose aussi se situe entre 7 et 14 Hz, mais se situe aussi dans l'onde θ entre 4 et 7 Hz. Donc, après ça, on a l'onde delta qui est 0,5, puis l'onde oméga où on ne veut pas aller, qui est la mort cérébrale. Donc, j'ai fait une série à peu près d'une vingtaine de thèmes différents, autant au niveau du contrôle de la douleur que de la gestion du stress, etc. Donc, tout ça par la suite, au niveau de l'enseignement, donc au niveau de l'EFPHQ, faut dire qu'au début, ce qui m'attirait au niveau de la médecine alternative, c'était l'acupuncture. Donc, j'ai commencé à faire une formation en acupuncture et en ce moment-là, il est arrivé un moratoire où tous ceux qui n'avaient pas terminé la moitié de la formation n'avaient pas accès à poursuivre la formation au Cégep Rosemont pour être diplômé. Donc, moi, comme j'arrivais à peine à la moitié, c'était une déception parce que je n'ai pas pu continuer en acupuncture. Et c'est là que je me suis viré au niveau d'hypnose. Et quelques temps après, je me suis dit, yes, une chance que j'ai pu refuser en acupuncture. Parce que ça m'a ouvert la porte, évidemment, sur plein de choses, plein d'expériences que j'ai fait en hypnose. Et ces expériences-là, comme j'expliquais tantôt, j'ai mis ça un peu de côté par rapport à la formation pour me diriger vers la recherche. Donc, cette recherche-là, j'ai repris une thèse de doctorat du docteur René Péoc sur l'influence de la pensée sur la matière. Donc, s'il y a des questions, sinon je vais rentrer un peu plus dans les détails. Des questions, Pascal? Non, tu peux commencer. Oui, tu peux commencer. Puis sûrement les questions vont venir par la suite. Il faut dire, en fait, que les plus grandes réalisations, en fait, je les ai faites surtout comme thérapeute là, avec ma clientèle. Tout ça, c'est basé avec... l'influence est basée, j'ai repris une partie de la thèse de doctorat du docteur René Péoc. Donc, il y a l'empreinte de Lorenzo qui fait en sorte que Lorenzo, lorsqu'il y a un oie qui est sorti de sa coquille, Lorenzo est resté près de lui un certain temps, puis lorsqu'il est parti, l'oie s'y met à le suivre. Donc, Lorenzo a pris l'oie, il l'a ramené à sa mère, puis il est reparti. L'oie s'y met à suivre encore Lorenzo. Puis là, il a refait l'expérience, puis il s'est rendu compte que chez les oiseaux,
quand un oiseau vient au monde, le premier objet en significatif près de lui qui est en mouvement, il va le considérer comme sa mère. Donc, à ce moment-là, Lorenzo a démontré l'empreinte de Lorenzo. Suite à ça, le docteur René Péa, donc, il a conditionné des poussins, donc c'était pas des oies à ce moment-là, c'était des poussins. Il a conditionné des poussins avec un robot qui est aléatoire. Donc, le robot qui est aléatoire, c'est-à-dire qui se déplace d'une façon vraiment conforme au hasard. Donc, on ne peut pas savoir s'il va aller à gauche ou à droite, etc. Et tout ça s'est mis sur une enceinte et au bout de la table, il y a une cage en verre où on va déposer un poussin qui est conditionné. Donc, pour le conditionner, c'est à peu près une demi-heure par jour. Donc, on sort le robot, on sort le poussin qui sort de l'incubateur. Donc, et là, à ce moment-là, on va déplacer le robot côté du poussin une demi-heure par jour pour qu'il puisse considérer que c'est sa mère. L'autre partie, par contre, on prend d'autres poussins qui, eux, ne seront pas conditionnés. Donc, on les laisse dans la même cage, mais ça, il n'y a aucun conditionnement. Et l'expérience consistait à mettre un poussin conditionné dans la cage de verre qui, lui, appelait le robot, qui est effectivement sa mère. Et il s'est rendu compte que 2,5 fois au-delà du hasard, le robot réagissait à l'appel du poussin. Et lorsqu'on mettait un poussin qui était non conditionné, bien, le robot se déplaçait d'une façon vraiment au hasard, dans toutes les directions, puis la probabilité ne changeait pas. Donc, c'est bel et bien le conditionnement qui était fait avec le poussin, donc qui a fait en sorte que c'est lui qui était capable d'influencer le robot. Donc, c'est cette thèse-là que j'ai repris. Ouais, sérieux, là. Là, tu as pris un robot, tu as répété l'expérience du René docteur. Péa. Et quels ont été les résultats? Je suis curieux, moi. Les résultats ont été positifs, mais je suis allé plus loin. Donc, je suis allé plus loin dans l'expérience. René Péa lui mettait un poussin dans la cage de verre. Moi, j'ai mis 2 poussins conditionnés. Est-ce qu'à ce moment-là, on va avoir une réponse plus rapide? J'ai ajouté aussi par la suite un quartz. Donc, un quartz qui va augmenter à ce moment-là la fréquence d'énergie. Donc, est-ce que le robot va répondre plus rapidement parce qu'il y a un quartz qui est au côté de lui? Ensuite, on a fait l'expérience avec un quartz, mais avec un coil également pour augmenter encore la fréquence au niveau du quartz. Et ensuite, ça s'est fait avec des ondes scalaires pour pouvoir influencer encore davantage le robot. Et j'ai pris par la suite la pierrerie, donc des poussins. C'est-à-dire que dans la cage de verre, là, il n'y en a plus de poussins. Il y a simplement 2 haut-parleurs avec les pierreries et eux ont influencé le robot, pas par contre à la même fréquence que c'était le poussin lui-même qui était, mais on est au-delà de la probabilité du hasard. Donc, il était capable de pouvoir influencer le robot. Donc, si je regarde ça, ce que tu as fait, puis c'est très intéressant, est-ce que toi, tu étais présent à ce moment-là? Est-ce que tu étais un observateur, un témoin? C'est moi qui ai conduit toute l'expérience. Donc, je l'ai fait des centaines et des centaines de fois. Dans le livre, en fait, je donne les statistiques également. Lorsque je donne les ateliers, je ne rentre pas vraiment en détail parce que c'est complexe, là, mais dans le livre, les statistiques sont là. Oui, j'étais présent parce que j'ai suivi le processus vraiment du début à la fin pour en arriver à en tirer les conclusions. Et de ces conclusions-là, je me suis dit, si un poussin est capable d'influencer une matière, donc le robot, donc est-ce qu'on a un cerveau qui est plus développé qu'un poussin? Je pense que oui. J'espère. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait influencer une cellule de notre corps? Je pense que oui. Donc, c'est de là, en fait, qu'on parle, lorsqu'on parle de pouvoir communiquer, donc la communication cellulaire par la pensée. Donc, ça part vraiment de cette expérience-là qui a été faite avec les poussins.
Oui, mais il y a une chose là-dedans, par exemple, que j'aimerais voir si c'est le cas aussi dans ton cas. Dans les expériences qu'on fait avec des énergies comme ça, on parle d'énergie quantique peut-être aussi là-dedans. Hein? Et puis, l'observateur aussi a un effet sur la matière, influence la matière. Donc, je suis en train de me demander si c'est vraiment le poussin, ben si c'est pas toi qui... Ou peut-être tu l'as aidé. qui fait le... Parce que quand ils ont changé les gens qui étaient observateurs, qui voulaient reproduire l'expérience, les résultats étaient différents. Est-ce que c'est la même chose qu'on va trouver? Oui. Oui. C'est vraiment une bonne question. On revient un peu à l'expérience des deux fentes, en fait, qu'on expérimentait en physique quantique, et on sait que l'observateur influence l'observation. Moi, dans mon cas, lorsque je partais l'expérience, c'est dommage parce que j'ai des petits vidéos là-dessus, que je pourrais peut-être te faire parvenir éventuellement sur le montage, mais lorsque j'activais le robot, moi, j'étais concentré spécifiquement à pouvoir chronométrer, spécifiquement à pouvoir suivre le résultat au niveau de la caméra, et un peu comme vous faites présentement. Donc, vous avez des choses vraiment à vous occuper. Donc, je ne venais pas nécessairement intervenir par rapport au poussin. Je laissais le poussin appeler sa mère. Puis là, j'étais en train de vérifier le robot, vérifier l'enregistrement sonore, vérifier les vidéos, vérifier le temps de pour chronométrer. Et quand ça arrivait à la fin, là je stoppais tout au complet. Donc, oui, j'étais un peu dans l'observation, évidemment, mais j'avais tellement de choses à aller vérifier de part et d'autre. Je n'étais pas spécifiquement concentré à savoir combien de temps. Donc, et comme je l'ai fait des centaines de fois, que j'ai repris l'expérience avec des poussins qui étaient conditionnés et non, moi, la seule chose que j'avais besoin, c'était de colliger l'information. C'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je voulais faire. Maintenant, est-ce qu'après ça, ça donne une réponse ou pas? Mais est-ce que j'ai pu influencer un tantinet? Je ne peux pas dire non, parce qu'on sait que l'observateur influence l'observation, mais ce n'était pas mon but spécifiquement à cet égard-là. Ah, d'accord, mais c'est vraiment intéressant. Oui. Comment tu vois ça, toi? Moi, j'ai plein de pop dans la tête, là, j'imagine même quand, dans les jours, là, les journées normales de tout le monde, ça veut dire qu'on a toujours une influence sur notre comportement puis sur les gens, ça veut dire, tu sais. Ça veut dire que si, mettons, tu as des pensées, ça veut dire que toi, tu reçois ces pensées-là aussi, puis tu as une réaction en rapport avec ces pensées-là aussi. Même si je te parle pas d'une certaine... mettons, je sais pas, la personne est en dépression ou n'importe quoi, qu'elle ait des pensées noires ou je sais pas, ça veut dire qu'elle a une méchante impact sur les autres, ça veut dire ça. Mm-hmm. Ouais, autrement dit, même entre les gens, on peut avoir... c'est ça va loin, là. C'est pour ça que quand j'avais l'air une fille un peu qui était dans sa bulle, mais j'avais plein de choses qui venaient dans l'idée, là. Effectivement, et d'autant plus si on accorde l'attention avec l'intention de diriger une pensée, c'est exactement ce qui se passait, parce que le poussin, lui, ce qu'il veut, c'est sa mère, hein? Donc, de cette démarche-là, son intention était vraiment, vraiment dirigée. Mais nous, cette programmation-là, et là, je vais revenir un peu au niveau de l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est également de la programmation qu'on va faire avec notre clientèle. Donc, lorsque j'entends des fois des gens se parler, se dire « Ah, je suis donc bête, ah, je suis donc pas intelligent, ah, je suis donc pas... » Mais ces paroles-là sont également enregistrées. C'est de la programmation. Puis, en même temps, il est en train de parler à ses cellules aussi en même temps. Ah oui. Évidemment, ça, c'est des formes de programmation. Et j'ai travaillé comme hypnothérapeute pendant plusieurs années pour pouvoir défaire des anciennes programmations que les gens avaient et de pouvoir en installer de nouvelles. Donc, mais ces programmations-là ont aussi également un effet sur les cellules du corps. Ouais. Et c'est ça que j'ai voulu vous montrer avec cette recherche. Et pour la suite, oui, une fois qu'on a des résultats, on fait quoi avec ces résultats-là? Donc, c'est là que je les ai
amenés pour pouvoir créer des protocoles selon certaines pathologies, certaines problématiques avec lesquelles on peut travailler au niveau de la cellule. Oui. C'est vraiment intéressant parce que là, justement, on se programme tous les jours, hein, où on se reprogramme, où on presse plus on creuse plus le sillon, si on peut dire, parce que si on est là puis on se dit, hey, je suis pas bon, maudit, ou on a peur du rejet, ou, tu sais, il y a un paquet de choses comme ça qui... Oui. Des programmations qu'on a depuis notre enfance, des fois, puis qui revient des fois, puis absolument. Ça a toute une influence. Exactement. Cette programmation-là, qu'elle nous semble des fois venir que simplement de nous, souvent, elle va venir aussi de l'extérieur. Ah oui. Quand on peut dire, vous avez sûrement entendu parler parce que c'est quelque chose qui est répété souvent, quand on veut, on peut. Oui. On est né pour un petit pain, hein? Mais quand on veut, on peut, là. Ça, c'est une aberration qu'on dit aux gens par rapport à la programmation. Moi, je ne peux pas demander à un quadraplégique d'aller courir sur ma rue aux côtés. Ouais. Et si lui se fait dire quand on veut, on peut, évidemment, je prends un exemple, mais quand on se fait dire quand on veut, on peut, et que la personne, exemple, elle a une phobie des souris, puis on dit quand on veut, on peut, bien, cette personne-là va se diminuer parce qu'elle va dire, moi, je ne rentre pas dans cette salle-là parce qu'il y a une souris, elle va faire rire d'elle, son estime de soi va prendre le bord, et tout ça. Puis elle, à ce moment-là, elle va se dire quoi? Je ne suis pas bonne ou je ne suis pas bon, bien, c'est vrai, c'est juste une petite souris. C'est la peur, hein? C'est la peur qui rentre en ligne de compte. Oui, puis même aussi, pourquoi? même quand on était jeune. Parce que l'imagination, elle est toujours plus forte que la volonté. Dans tous les cas, sans exception, l'imagination, elle est toujours plus forte que la volonté. Donc, lorsqu'on dit à quelqu'un que quand on veut, on peut, bien non, c'est plutôt quand on peut vouloir. Donc, si on a le pouvoir de le faire, là, on peut décider qu'on ne le fait pas, ou on peut décider qu'on le fait. On peut décider qu'on peut changer telle habitude, on peut décider qu'on ne veut pas changer l'habitude, mais on a ce pouvoir de pouvoir le faire. Mais quand on n'a pas ce pouvoir-là et qu'on se fait dire quand on veut, on peut, bien ça, c'est de la programmation. Et cette programmation-là, on réagit à cette programmation-là et qui fait en sorte que nos cellules aussi vont vibrer par rapport à ça. Quand on prend quelqu'un qui est en dépression ou qui vient d'avoir une mauvaise nouvelle et autres, bien, on sait que physiquement, c'est tout son corps qui ressent. Autant que quelqu'un, lorsqu'il a « yes, une bonne nouvelle », mais c'est tout son corps qui le ressent aussi, puis sa vibration, elle est harmonieuse à ce moment-là. Il va se retrouver dans une homéostasie, là. Moi, je dis souvent, ça n'arrête pas de bien aller. Ça, c'est de la bonne programmation. Il y a le célèbre Émile Coué. Émile Coué, qui était un pharmacien français. Et là, on retourne dans les années 1700 quelques, là. Et il y a une patiente qui se présente à son officine, puis elle lui demande un médicament avec la prescription qu'elle a. Puis lui, il n'avait pas cette médication-là. Donc, il a concocté de quoi d'à peu près, puis il lui a donné, puis il a dit, prenez ça là 2 fois par jour, puis ça devrait suffire. Elle est revenue le voir quelques jours après, elle dit, Monsieur Coué, elle dit, le médicament était fabuleux, elle dit, j'ai guéri, tout était parfait. Donc là, il venait justement de démontrer l'effet placebo que lui, il l'a connu par cette expérience-là qui n'était pas dû vivre. Et ensuite, il s'est mis à faire de la programmation. Et lui, sa phrase, c'est « Je m'améliore de jour en jour, et ce, à tout point de vue. » Ça va mieux qu'hier, puis moins que demain. Exactement. Bon, mais tout ça, c'est de la programmation. Cette programmation-là, c'est quoi? C'est de l'information. Et cette information-là, c'est de l'énergie. Et tout est énergie alentour de nous lorsqu'on parle de physique quantique et autres. Donc, tout est énergie aussi, et c'est là-dessus qu'on va travailler. J'ai eu aussi également des inspirations aussi. J'ai eu, entre autres, Masaru Emoto,
Donc, faites des expériences. Vous connaissez peut-être avec de l'eau. Oui, effectivement. On va revenir avec ces expériences de M. Moto après nos commanditaires. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.